merci à tous pour votre présence. Il y a peut-être quelques personnes qui nous rejoindront parce qu'il y avait un petit peu plus d'inscrits. Donc l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de parler des techniques pour sécuriser sa croissance en support du développement des entreprises technologiques de santé, des medtech. Et pour parler de ça, donc j'ai invité Bruno Virieux, qui a gentiment réussi à se libérer pour la session d'aujourd'hui, président de Predisurge, qui va nous parler un petit peu de sa société. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite par les présentations. Voilà, donc moi je suis Guillaume Santiago, je suis le président et le fondateur de la société OnlyNov. OnlyNov, on est un courtier en assurance ultra spécialisé dans l'assurance des entreprises technologiques, donc notamment beaucoup de medtech et de biotechnologie. Et on fait en sorte au quotidien que l'assurance soit un levier de croissance pour les entreprises en apportant de la réassurance dans des business models très technologiques et à très forte croissance qui sont par essence des business risqués. Et du coup, pour apporter les barrières de sécurité qui permettent de pérenniser le développement. Bruno, je te laisse te présenter. Et donc en ce qui me concerne, donc Bruno Virieux, donc je suis le président du conseil d'administration de Predisurge et son directeur général. Donc j'ai rejoint Predisurge que je n'ai pas initialement fondé donc courant 2022 et j'ai pris officiellement sa direction générale fin 2022. Donc Predisurge, on va longuement revenir sur le sujet là, mais c'est une start-up qui a été fondée en 2017 à Saint-Étienne, qui initialement est une spin-off de l'école des mines de Saint-Étienne et du CHU de Saint-Étienne. Donc pour ceux qui ont participé à la plénière où il y avait Roselyne Bachelot entre autres qui intervenait, il était évoqué que bien souvent il y avait des problématiques de compréhension d'un vrai besoin médical à la racine des startups. Là pour le coup on a été fondé par deux personnes, un ingénieur qui était le patron du centre ingénierie santé de l'école des mines de Saint-Étienne et puis par un professeur d'université praticien hospitalier, donc Jean-Noël Albertini, qui à l'époque était chef de service du service cardiovasculaire du CHU de Saint-Étienne. Donc je vais lancer une petite vidéo de présentation pendant que Bruno continue de nous présenter la société. Donc Predisurge, donc comme je vous le disais, créé en 2017, évidemment, comme toutes les startups, un début un peu délicat. Tout d'abord, Predisurge, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une technologie qui allie deux choses, qui allie les techniques de simulation numérique, donc on appelle ça en bon français le digital twin, le jumeau numérique. Donc je vais revenir ensuite sur cette considération. Et par ailleurs, c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran, des techniques d'intelligence artificielle et entre autres des algorithmes de prédiction qui permettent de prédire des complications post-opératoires. En l'occurrence, ce que vous avez vu rapidement sur l'écran, c'est ce qu'on appelle l'ERI, qui veut dire Endolytic Risk Index, qui est un produit qui permet de détecter les fuites de type A dans le cadre de la réparation des anévrismes de l'aorte. Donc là, vous avez une belle aorte qui est apparue à l'écran avec un dispositif qui était implanté, et donc c'est ce que justement nous simulons. Donc quand je dis digital twin, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc jumeau numérique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait reproduire d'une part les caractéristiques du patient, donc être vraiment dans une logique de médecine personnalisée. Alors là, pour le coup, on est dans le cadre de la chirurgie personnalisée, puisqu'on va intervenir au niveau des interventions chirurgicales. Et par ailleurs, on va être capable de faire le jumeau numérique de l'intervention chirurgicale. Ce qui veut dire qu'on va être capable de faire comme si l'intervention chirurgicale avait lieu, de prendre les différentes options chirurgicales que le chirurgien voudrait voir exploiter pour voir quels sont les différents risques et avantages des différentes options. Et grâce à cela, eh bien, on va être ensuite capable, une fois qu'on aura quasiment le résultat post-opératoire avant même que l'intervention ait eu lieu, eh bien, prendre tout un tas de décisions en tant que chirurgien de manière à pouvoir opérer de la manière la plus optimum possible son patient. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est vraiment dans le mouvement. Alors c'est un peu moins la mode actuellement de parler de la médecine 4P, mais dans les 4P, il y avait la prédiction et la personnalisation. On est vraiment dans le cadre de cette personnalisation et de prédiction. Donc je vous disais, début évidemment difficile parce qu'on est considéré comme une entreprise deep tech.
Donc on fait véritablement appel à des technologies assez poussées en termes de computation. Il faut savoir une chose, c'est que une intervention chirurgicale en moyenne en termes de calcul, pour qu'on planifie l'intégralité des différentes options, mais 4 à 6 heures sur des très très gros serveurs. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on fonctionne en SaaS. Souvent les hôpitaux nous demandent d'être exécutés directement sur leurs infrastructures, ce qui est quasiment impossible puisqu'en fait on emploie des moyens computationnels qui ne sont pas disponibles la plupart du temps dans les centres hospitaliers. Et donc évidemment il a fallu trouver de l'argent pour cela. Donc il y a eu évidemment des premières phases d'amorçage. Et moi ma mission lorsque j'ai pris la direction de Predisearch, c'est justement de faire la série A que nous avons fait donc en 2023 à hauteur de 6,5 millions d'euros. Et en fait, en 2023, on n'a pas fait que cela. On a aussi, par ailleurs, travaillé pour signer un contrat cadre avec une très grosse société américaine qui s'appelle Medtronic. Je pense que tout le monde connaît. Dans le cadre des interventions, justement, de l'aorte. Donc, c'est un contrat cadre qui, initialement, a été signé en janvier 2024, qui consistait à couvrir principalement l'Europe, ou du moins les marchés reconnaissant le marquage CE. Je crois qu'on va revenir amplement sur ce sujet-là, passionnant. Et puis ensuite, en juin 2024, face au succès que nous avons eu, on a rapidement pris la décision avec Medtronic d'étendre le contrat cadre au niveau mondial. Et donc, nous sommes en train actuellement de finaliser la soumission à la FDA pour être sur le marché américain. Et évidemment, on a un plan de déploiement puisqu'on commence déjà à travailler sur le marché, on commence à produire le pack documentaire nécessaire pour s'introduire sur le marché japonais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la présentation de Predisearch dans un premier temps. Il y aurait tant de choses à dire, mais... Exactement, merci Bruno. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à intervenir même au cours de la présentation. Il y aura un petit temps pour poser des questions à la fin, mais n'hésitez pas à nous interrompre. Mais merci pour cette présentation très claire. Et on comprend bien qu'on est typiquement dans le cas d'une société deep tech et dans une dynamique de forte croissance qui réunissent toutes les conditions qui font qu'il faut avoir une extrême vigilance sur la gestion d'entreprise. Ouais, effectivement. Dernier point, la forte croissance. Alors souvent les startups disent qu'elles sont en forte croissance parce qu'il faut évidemment le dire. Nous, on a commencé, on multiplie à peu près par 10 le nombre d'interventions chirurgicales par mois qu'on couvre. Et entre mars 2024 et à date, on est à peu près à... Alors, en un an, on s'était implanté dans 200 hôpitaux à travers l'Europe. Et là, on doit être à date, je crois, à ce matin, à 230 hôpitaux qui utilisent en routine clinique notre dispositif. Je crois qu'on peut arrêter sur la photo de l'équipe en plus. Parfait. Hop là. Alors, hop, voilà. Parfait. Donc OnlyNov, je vous ai dit 2 mots sur la société tout à l'heure. Donc on est un courtier en assurance. Vous savez tous ce que c'est que l'assurance. Dans le métier des dispositifs médicaux, il y a en plus des contraintes réglementaires fortes qui font que c'est quelque chose d'incontournable que vous devez avoir pour travailler. C'est le cas d'assez peu de métiers en réalité. Et notre particularité, c'est de se concentrer sur toutes les étapes clés du développement des entreprises technologiques que vous voyez sur ce slide et pour lesquelles notre philosophie, elle tient sur 2 axes stratégiques majeurs. Il y a le fait de concevoir des assurances qui sont opérantes en cas d'aléa et qui vont protéger l'entreprise si elles ont un jour un incident, une réclamation, une faille de données, etc. Mais c'est aussi de concevoir des assurances qui vont être des leviers activables pour être au service de la croissance de l'entreprise technologique, pour apporter de la réassurance à toutes les parties prenantes. Et c'est cette dimension particulièrement dont on va traiter aujourd'hui, qui est un petit peu moins connue sur l'utilité des assurances pour les entreprises, mais qui est celle qui est la plus stratégique au quotidien pour les dirigeants. Donc, tu nous as parlé un petit peu de la stratégie de Predisearch. Est-ce que tu veux revenir sur le phasing de ces différentes étapes avant qu'on rentre dans le détail de chacune ? Alors, oui, il y a évidemment toujours un arbitrage sur lequel on s'est
on se pose en tant que start-up, on se pose toujours la question de savoir quel premier marché on va adresser en priorité. Est-ce qu'on va plutôt sur le marquage CE ou sur la FDA? Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le marquage CE ayant plutôt plus de désavantages que d'avantages. Tout simplement parce qu'encore une fois, si je me réfère à la plénière que vous avez pu entendre tout à l'heure, en fait, on se retrouve dans une situation paradoxale où on se retrouve face à des organismes notifiés au niveau du marquage CE, puis ensuite on se retrouve localement confronté à tout un tas d'organismes type la HAS et autres, j'en passe, l'autorité du médicament, etc., alors qu'aux États-Unis, tout est centralisé sur un seul organisme qui est la FDA, qui joue tous les rôles et sur lesquels il y a beaucoup d'expertise. C'est-à-dire lorsque vous faites une pré-sub à la FDA, vous vous retrouvez dans une situation où vous allez avoir un premier call avec l'intégralité des experts de votre domaine. Nous, en ce qui nous concerne, pour vous donner un exemple, on avait un chirurgien, on avait un expert de l'intelligence artificielle, on avait un expert de la simulation numérique, on avait un expert des infrastructures cloud, et on avait un autre expert qui était plus dans la coordination des soins au niveau de la santé. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autorités en Europe sur lesquelles vous vous retrouvez face à une brochette de personnes aussi compétentes. Et là, vous avez à peu près 3/4 d'heure, alors pas une minute de plus, à l'américaine. Et vous avez véritablement toutes les bonnes questions qui vous sont posées, ce qui vous permet d'avancer. C'est-à-dire que les gens qui vont en plus à auditer votre dossier sont les gens qui vous ont interrogé. Donc au niveau du phasage, pour en revenir à ce niveau-là, nous on a quand même décidé de partir sur le marquage CE. Et donc... Peut-être juste pour commenter par rapport à ce que tu dis sur la différence entre le marché américain, qui est un peu l'Eldorado des entreprises technologiques, et puis notre marché européen. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on est vraiment dans une approche radicalement différente de la réglementation et du contrôle, où on est en Europe dans un contrôle a priori avec une réglementation très lourde qui conditionne l'accès au marché, mais étrangement, quand les choses se passent mal, on peut constater que les sanctions peuvent mettre du temps à arriver, voire quelquefois être un peu dérisoires par rapport aux enjeux. Et aux États-Unis, ça fonctionne exactement à l'inverse. Ça veut dire que la certification FDA est plus facile et plus rapide à obtenir. Par contre, il ne faut pas se rater, parce que si quelque chose se passe mal, là, la sanction, elle tombe tout de suite et elle tombe très très fort. Alors effectivement, la logique de l'assurance rentre en jeu. Il n'y a pas que l'assurance, il y a aussi la logique de structuration des entreprises en tant que telles. C'est-à-dire qu'il faut être sûr d'avoir une société fille. Aux États-Unis, nous, on est incorporé aux États-Unis, qui en quelque sorte est un écran contre lequel potentiellement les autorités ou les institutions telles que les hôpitaux ou les patients peuvent se retourner, tout en protégeant la société mère, donc le headquarter qui est en Europe. Et tout ça aussi avec une logique d'assurance complètement différente, où effectivement le package assurance en Europe peut être léger en termes de coûts. Aux États-Unis, il faut être un petit peu plus prévoyant pour être sûr qu'on couvre toutes les possibilités. Donc effectivement, c'est complètement différent. Ensuite, les enjeux sont complètement différents, puisque les enjeux au niveau tu as dit, sont plus faciles. Moi, je dirais sont différentes. On a une approche très très formelle en Europe du marquage CE, c'est-à-dire que on va aller jusqu'à vérifier si dans le cartouche du document, il y a bien le bon numéro de version du document. C'est du vécu. Alors qu'aux États-Unis, typiquement, ils se moquent un peu de tout ça. Par contre, on va aller beaucoup plus sur le fond. Et donc, on va véritablement poser des questions. Par exemple, sur un dispositif comme le nôtre, sur le taux de spécificité et de sensibilité, quasiment dès les 5 premières minutes de discussion avec la FDA, vous avez ces questions-là, quel est le dataset, etc., qui est derrière tout cela, en termes de dataset de validation, dataset évidemment d'entraînement, etc. Un organisme notifié va peut-être au moment ou à un autre, dans les quelques jours qu'il vient vous auditer, vous poser ces questions-là, mais ce n'est pas certain. Donc on est plutôt sur une approche formelle, de respect en quelque sorte des obligations, plutôt que sur une approche de fond. Et évidemment, les enjeux aussi d'assurance, je l'ai déjà exprimé, sont complètement différents. Si je suis là aujourd'hui et que j'ai pris le temps, c'est pour vous indiquer que c'est absolument essentiel d'énormément se protéger, surtout en phase d'internationalisation, parce que les sanctions peuvent être très très dures aux États-Unis et peuvent rapidement monter dans des dommages, même si nous on est simplement de l'aide à la décision, qui peuvent être relativement importants. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société aux États-Unis qui est très très judiciarisée. C'est tout à fait ce qu'on constate. Enfin, je pense que ça, tout le monde
le touche un peu du doigt déjà. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça a aussi des répercussions sur le marquage CE, ou en tout cas sur la partie qui concerne l'obligation légale d'assurance en Europe. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'on a déjà fait souvent des conférences ici, Ninov, sur ce sujet de l'obligation de disposer d'une couverture financière suffisante. Mais c'est un des aspects qui a été imposé par le nouveau règlement sur le marquage CE. Donc, vous aviez déjà l'obligation d'être assuré avant ce règlement, mais sans aucune précision, ni de montant, ni de nature d'assurance. La plupart des professions qui sont soumises à des obligations légales d'assurance, elles ont aussi un montant qui est prévu. Mais dans le monde du dispositif médical, il y a une telle disparité de produits entre la classe 1 et la classe 3 et d'autres classes plus rares que le législateur, ne sachant pas trop quel montant prévoir, vous a retourné la responsabilité en disant vous devez disposer d'une couverture financière suffisante et c'est à vous de nous prouver que le montant que vous avez choisi suffit et de le prouver à l'organisme notifié. Et ça, selon 3 critères: la classe de dispositif médical, son type et la taille de l'entreprise. Et pourquoi est-ce que le fait de s'introduire aux USA peut changer la donne? C'est sur cette différence de risque que tu évoquais. En fait, même si le marquage CE ne concerne que le marché européen, si vous êtes dans une logique internationale, au moment de déposer votre marquage CE, il va falloir que vous teniez compte du fait qu'un gros sinistre, un gros litige de responsabilité aux États-Unis va venir épuiser une partie conséquente de votre capital assuré pour le monde entier et du coup va déshabiller l'Europe de la garantie qui est censée être disponible, notamment au titre de votre marquage CE. Donc ça veut dire qu'il faut redimensionner aussi votre approche et votre approche de risque pour le justifier auprès de l'organisme. Et comme tu disais, justifier de cette garantie, ça nécessite un formalisme strict. Là-dessus, c'est vrai qu'on voit des demandes qui sont assez pointilleuses et toutes les demandes ne sont pas légitimes et ne doivent pas toujours être acceptées. Un exemple, on a plusieurs organismes notifiés sur les attestations d'assurance qui justifient que la couverture est non seulement suffisante en montant, mais aussi adaptée en nature. Et il y a plusieurs organismes notifiés qui demandent à nos clients de lister les produits vendus dans la définition d'activité assurée, de les lister par leur nom, leur marque, leur classe, etc. Et en fait, c'est une pratique risquée parce que votre activité, elle a par nature vocation à évoluer. Vous allez créer de nouveaux produits, vous allez les mettre sur le marché, ou vous allez créer des sous-catégories de produits. Et si vous oubliez de le déclarer à votre assureur et que la liste est trop précise, vous pouvez vous retrouver en défaut d'assurance. Donc nous, on dialogue avec les organismes notifiés pour leur expliquer que ce qui est important, c'est que le type de dispositif médical soit bien décrit, que les classes soient bien prévues, mais surtout pas que les marques et les modèles et les produits soient listés pour ne pas être trop restrictifs. Voilà un peu sur la précision. Oui, tout à fait. C'est une discussion extrêmement importante d'avoir en tant que dirigeant, justement, avec son assureur ou avec son courtier. Parce que malheureusement, je pense qu'il ne faut pas trop déléguer. Alors, je ne sais pas s'il y a des start-upers dans la salle, mais il ne faut pas trop déléguer ce genre de choses dans un premier temps parce que le risque est tellement important que ça peut être, in fine, la survie de la société qui est en jeu. Et donc, et être capable de décrypter cela et de le mettre en musique et de prendre les bons moyens au niveau prudentiel pour justement prévenir de ce risque-là, c'est extrêmement important. Ce qui manque en fait dans les sociétés, c'est un peu le Chief Risk Officer. C'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement cette typologie de poste. On a une personne qui est responsable du réglementaire. Nous, évidemment, il y a une Quara Manager en interne, mais qui, évidemment, s'arrête au niveau de sa partie qualité réglementaire. On a évidemment une personne qui est en charge de la finance et qui, donc, évidemment, couvre de ce fait-là la partie assurance, puisqu'il y a tout un tas d'autres choses à assurer, les locaux, etc. L'homme clé, que je suis, entre autres. Mais sur tout ce qui est risque dans l'exécution même de l'activité, c'est une sorte d'angle mort
où personne ne veut voir véritablement les choses. Donc les personnes qui sont en charge du commerce, en général, s'en moquent complètement, parce que l'idée, c'est d'avancer, c'est pas de se retrouver avec des freins. Et donc, c'est véritablement un angle mort. Et donc, ça fait du bien, en tant que dirigeant, entre guillemets, de s'asseoir et de véritablement explorer cette dimension prudentielle et de la mettre en œuvre correctement pour ensuite pouvoir dormir tranquille. Et pas se dire, demain, j'ai un problème au niveau d'une intervention chirurgicale, ça va remonter sur un procès et oups, aux États-Unis, il s'avère que je ne suis pas protégé. Je te rejoins totalement sur le côté un petit peu distillé de la responsabilité de la gestion du risque dans les entreprises. Et dans le cas de Predisurge, on peut même citer une troisième personne qui est aussi impliquée, c'est la personne qui est en charge des aspects de cybersécurité, parce qu'on est sur un logiciel de santé, donc forcément la notion cyber est très importante. Ça, c'est un petit cas particulier encore qu'on a traité dans votre cas et puis le cas d'autres sociétés de logiciels. Donc on a le risque de se concentrer trop sur les aspects réglementaires qui sont exigés par l'organisme notifié, qui concernent la protection du patient dans son intégrité physique, ça veut dire son dommage corporel. Mais quand on est un logiciel, on a aussi des datas qu'il faut protéger. On a aussi des partenaires. Vous êtes partenaire de Medtronic, vous avez vis-à-vis d'eux des obligations qu'il faut aussi respecter. Et donc, sur des sujets de disponibilité du service, sur des sujets de performance, etc. Et en fait, chacun de ces points est important. Et notamment dans le secteur des logiciels de santé, on fait face à des silos chez les assureurs qui font que ces sujets sont traités de manière complètement cloisonnée et incompatible. Donc l'exercice consiste à faire discuter ces silos pour arriver à créer une protection complète. Voilà. Donc ça implique pas mal de personnes chez vous, chez les assureurs, et ce travail de chef d'orchestre du DAF du coup dans l'entreprise et du courtier, c'est un vrai travail collaboratif à mettre en place. Oui, puis on a parlé en plus de ça de Medtronic, parce qu'évidemment, c'est un de nos partenaires principaux. Mais on a lancé un nouveau projet avec Abbott au niveau des stents carotidiens. Et évidemment, les exigences d'un autre partenaire industriel, même américain, sont complètement différentes. Donc ça, il ne faut pas non plus, surtout lorsqu'on signe un contrat cadre mondial, être obsédé par ce contrat cadre et sizer en quelque sorte son organisation au regard d'un partenaire clé, parce qu'on ne sait jamais comment ensuite les discussions ultérieures vont être menées avec d'autres partenaires qui pourraient potentiellement avoir des exigences complètement différentes. Et une fois qu'on a quand même tiré la balle sur ces sujets-là, alors je ne veux pas dire que c'est difficile de la mettre à jour, mais il peut y avoir des problèmes d'incompatibilité à un moment ou à un autre, et ça peut être gênant. Je te propose qu'on passe sur une deuxième étape clé de votre développement, qui a été la réalisation d'études cliniques. Alors évidemment, les études cliniques ont commencé bien avant les études de validation. Puisqu'en fait, nous, on a pris l'option, mais c'est une option assez classique, on va dire, dans notre secteur, c'est de construire le produit même à travers des études cliniques. Bien évidemment, au départ, on s'est retourné vers notre territoire européen qui était le plus simple pour nous à adresser. Je vous le disais, Jean-Noël Albertini, chef de service du CHU de Saint-Étienne, et donc évidemment, il faisait partie d'un réseau de Key Opinion Leaders sur lesquels on pouvait véritablement s'appuyer au niveau français principalement, mais aussi européen. Et donc, on a commencé à construire nos produits sur cette base-là. Alors, par chance, tant en construction du produit qu'en validation du produit, on mène beaucoup d'études rétrospectives. Alors pourquoi on mène des études rétrospectives? C'est puisque nous sommes en fait un algorithme de prédiction des complications, on a besoin d'avoir un recul. On a besoin d'avoir un recul jusqu'à 5 ans pour certains de nos algorithmes, où on va être capable de dire, si on avait vu ces patients il y a 5 ans, eh bien, on aurait été capable de prédire l'évolution de ce patient par rapport à une complication donnée. Et donc, on avait deux options. C'était soit on faisait des études prospectives, donc on lançait une étude, on recrutait des patients, on faisait les implants, et on faisait la prédiction et puis on attendait 5 ans. Ça aurait été beau, mais les investisseurs nous ont dit on préférait faire différemment. Et donc soit on avait la possibilité de faire des études rétrospectives et donc d'aller chercher des données qui évidemment étaient compatibles avec nos algorithmes, ce qui n'a pas été simple parce que à l'époque le consentement des patients n'avait pas toujours été recueilli. On ne va pas se le cacher, on veut essayer de se protéger aussi en Europe de risques qui n'existent pas, c'est-à-dire que
Mamie Jeanne qui a eu un anévrisme de son aorte qu'on a opéré il y a 5 ans, et puis on va analyser ces données, on va utiliser ces données pour entrer dans l'algorithme d'intelligence artificielle. C'est très compliqué de le faire en Europe, c'est un risque qui est nul, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'aller développer un algorithme pour aller vendre les données à Facebook ou à qui sais-je ou à une compagnie d'assurance pour pouvoir faire que Mamie Jeanne va payer plus une assurance santé ou que sais-je. Donc, bon, mis à part toute cette complexité-là, on a mis en place, ce qui est dommage, hein, puisque ça réduit quand même les datasets, hein, c'est-à-dire ça réduit quand même les opportunités de pouvoir développer les choses. Les hôpitaux, quand même, en France, ont commencé à se structurer à travers des centres de données de santé, enfin des entrepôts de données de santé sur lesquels on peut quand même aller taper. Et donc, c'est ce qu'on a fait, évidemment, moyennant finance. Et donc, on a pu construire notre produit. Puis ensuite, on est passé en phase de validation. Et donc, on a évidemment fait une étude de validation en Europe et on est en train de finaliser notre étude de validation aux États-Unis, puisque là, pour le coup, même si globalement, dans le monde cardiovasculaire, surtout sur nos indications, globalement, les habitants à travers le monde se ressemblent tous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à distinguer une aorte d'un Coréen, d'un Américain, d'un Japonais ou d'un Français. Je parle évidemment pour les pays de l'OCDE. Peut-être qu'il y aurait d'autres subtilités ailleurs dans d'autres régions. Mais en tous les cas, on a beaucoup de mal de faire la distinction. Et il s'avère qu'ils sont d'ailleurs opérés avec les mêmes dispositifs implantables et à peu près avec les mêmes risques d'incidence en termes de complications. Ceci étant donné que les régulations sont locales, c'est-à-dire que malgré le fait que tous les chirurgiens opèrent les patients qui se ressemblent beaucoup avec des dispositifs identiques, il s'avère que les autorités de régulation sont locales et donc on est obligé de se conformer et donc on est obligé de faire des études de validation systématiquement à travers le monde. Alors nous, à notre niveau, comme je vous le disais, on est sur du rétrospectif, donc notre risque prudentiel est relativement faible puisque les événements se sont passés. Par contre, on va avoir évidemment des risques sur comment les données évidemment ont été recueillies, est-ce que le consentement a bien été recueilli, etc., pour pas qu'on se retrouve avec un moment ou un autre, un hôpital, enfin un centre clinique, qui serait mis en défaut par rapport à la manipulation de ces données-là, à leur stockage et à leur partage ou à leur vente, qui en fait n'aurait pas fait les choses dans la bonne forme, qui ensuite remonterait vers nous au niveau d'un dataset, par exemple, de validation, et qui, pour le coup, nous empêcherait et nous dirait c'est une donnée mal acquise, et donc vous devez impérativement retirer votre produit du marché, enfin, suspendre le produit du marché tant que vous n'avez pas fait une étude de validation à nouveau avec des données qui sont légitimes pour pouvoir justement valider votre dataset d'entraînement. Donc voilà, donc c'est le contexte dans lequel on est. J'aurais tendance à dire on est un peu moins exposé que d'autres clients que tu peux avoir par rapport aux études cliniques du fait de notre spécificité des études rétrospectives. Tout à fait. Et je vais juste dire 2 mots sur la maîtrise des risques là-dessus, parce que tu as très bien expliqué le contexte. Il y a des obligations réglementaires encore, hein, dans votre métier, il y a des obligations réglementaires surtout, mais il y en a qui pèsent aussi sur l'organisation d'études cliniques. Dans ce domaine, c'est le promoteur de l'étude clinique qui a l'obligation légale d'assurer vis-à-vis du patient la responsabilité de l'intégralité des participants à l'étude. Donc, dans le cas de Prédisurge, vous n'étiez pas promoteur de l'étude. Et ensuite, selon la typologie d'études, il peut y avoir des cas qui relèvent de cette obligation d'assurance ou d'autres qui en sont exemptés. Dans l'analyse de risque, ce qui est important de regarder aussi, c'est dans le cas de Prédisurge qui est exempté de cette assurance, ça ne veut pas dire d'être exempté de risque, le fait d'être exempté d'obligation légale d'assurance de promoteur. Donc, on a fait une analyse pour vérifier comment leur contrat d'assurance, responsabilité civile, de vente de leurs produits de santé, logiciels, pouvait couvrir ça. Donc, ça, c'est un peu des automatismes qu'on a parce qu'on connaît bien ce sujet. Et donc, on a étendu les garanties de leur contrat d'assurance responsabilité civile principale à la fourniture de l'eau clinique dans le cadre de cette étude, de telle sorte que leur responsabilité, du fait de l'utilisation des logiciels et de l'utilisation des données, soit quand même bien protégée. Donc ça, c'est des choses qui nécessitent une compréhension fine du métier des sociétés de MedTech et que bien évidemment sur cette dimension de conseil, le cousin agent général qui vous a dépanné pour l'assurance des locaux, ça ne sera pas forcément le meilleur interlocuteur pour vous conseiller et avoir les bonnes solutions.
Oui, je confirme. Je propose qu'on passe à un sujet qui est très très important quand on développe son entreprise, parce que c'est quand même pour ça qu'on travaille tous au quotidien. C'est de faire du business, c'est de réaliser du chiffre d'affaires, c'est de signer des contrats. Et si ça peut être des grands contrats qui sont des locomotives pour la croissance, c'est encore mieux. Mais de la même manière, ça se prépare. Il y a des exigences, il y a des contraintes, et on peut vite perdre beaucoup de temps dans la facturation de son chiffre d'affaires si on ne s'est pas suffisamment préparé en amont. On peut perdre plus que ça. En fait, tout ce qui est important a immédiatement un impact important dans la structure. C'est-à-dire que c'est comme une levée de fonds. Moi, je vois beaucoup de startups qui célèbrent les levées de fonds. Normalement, une levée de fonds, ça ne se célèbre pas. Un gros contrat avec... le vrai argent, c'est celui qui vient des clients. Donc, pour le coup, il faut célébrer justement un gros contrat. Mais plus un contrat est important, plus ça veut dire qu'il va y avoir des contreparties. C'est-à-dire que c'est très, 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 très rare qu'on se retrouve avec quelque chose où on va être dans une situation totalement gagnante. Et donc, évidemment, dans le cadre de Predisearch, les contrats que j'ai pu évoquer avec vous, il y en a eu d'autres, mais les deux principaux qui sont par exemple ceux de Medtronic et d'Abbott, bien évidemment, les conditions à respecter sont très très longues et peuvent être lourdes de conséquences si évidemment on ne les mesure pas correctement. Donc on a évoqué tout à l'heure la partie... donc évidemment, il y a la partie très très simple, être capable de livrer en temps et en heure le produit. Nous, il s'avère que notre contrat, c'est un contrat de type pay-per-use, où on intervient à chaque intervention chirurgicale. Donc, bien évidemment, on n'a pas simplement un engagement de moyens de fourniture d'accès à une plateforme, on a un engagement véritablement de fin, c'est-à-dire qu'il est impératif qu'on doive livrer en temps et en heure la simulation numérique pour que l'intervention chirurgicale se passe dans des bonnes conditions. Donc, je vais vous prendre un exemple typique sur lequel on a été obligé évidemment de mettre en œuvre des astreintes. On a été contacté hier au soir par un pays Medtronic à 17h20 pour une intervention chirurgicale qui devait avoir lieu ce matin. On est borderline au niveau du contrat, c'est-à-dire que normalement, on est censé livrer du jour au lendemain. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, par exemple, quand on signe un contrat et qu'on dit du jour au lendemain, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire 24 heures pleines? Ou est-ce que ça veut dire que minuit est la limite? Qu'est-ce que ça veut dire entre une zone de production qui est localisée dans un pays par rapport à des fuseaux horaires différents? C'est-à-dire, dans le cadre de l'internationalisation, qu'est-ce que ça veut dire exactement, le passage d'un jour au lendemain? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose pour si on reste local. Mais à partir du moment où on devient global, et on parle des États-Unis et du Japon, c'est quoi le passage du jour au lendemain? Donc, tous ces micro-détails qui peuvent paraître être complètement insignifiants ont leur importance. La manipulation des données, tu évoquais tout à l'heure le sujet, nous, il s'avère qu'on est sous-traitant d'un point de vue RGPD au niveau des données. C'est-à-dire que les données, en fait, sont récupérées par Medtronic via leur plateforme centralisée des hôpitaux, puisqu'il nous faut évidemment des données de patients, et sont transférées sur notre infrastructure en vue d'être traitées. Donc évidemment, on a évidemment une garantie très forte à apporter en termes de sécurité au niveau des données. La sécurité des données, évidemment, je vous ai beaucoup parlé du RGPD. On est certifié ISO 27001, mais vous allez aux États-Unis, on vous dit ISO 27001, RGPD, vous êtes bien gentil, mais chez nous, c'est IPA. Et puis quand vous allez, par contre, être dans un hôpital californien, il y a une autre contrainte qui est particulière, etc., etc. Et tout ça dans les contrats, ça peut être, entre guillemets, dans une certaine... Il y a certains points qui vont être extrêmement précis, et les points qui sont un peu embêtants, qui devraient être détaillés, ne le sont pas forcément. Alors, par chance, les contrats avec les sociétés américaines, comme tout contrat, est extrêmement détaillé, puisque quasiment rien n'est prévu par la loi. C'est comme les contrats de travail qu'on fait avec les employés sur place. Étant donné que rien n'est écrit, il n'y a pas de code du travail, donc tout est écrit dans les contrats. Donc, là, entre les sociétés, tout est écrit. Mais j'insiste sur le fait que même si ce n'est pas écrit, il faut quand même se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'est quand même des contrats qui ont tendance à être des contrats cadres, qui sont faits par des services juridiques centraux où ils vont négocier depuis l'achat du nitinol jusqu'à l'achat d'un système de software comme le nôtre. Et donc, il peut y avoir des angles morts
qu'on ne peut pas toujours voir. Et donc là, évidemment, l'intérêt d'analyser de manière extrêmement précise les engagements contractuels peut être absolument clé. Et donc, évidemment, s'assurer dans le cas où on se retrouverait dans une situation où on serait un peu obligé de signer quelque chose, qu'on sait qu'il y aurait un fort risque qu'on ne soit pas capable de toujours à 100% l'assumer. Parce que dans ce cas, évidemment, on signe des choses. Il y a toujours une ligne rouge parfois sur laquelle on marche avec ces gros contrats où on se dit, on espère que ça ne va pas casser. Donc, nous, on n'est pas avocats, hein, donc je ne vais pas vous expliquer comment on rédige ou comment on négocie un contrat, ce n'est pas notre métier. Mais nous, on paye quand les conséquences d'un contrat entraînent des préjudices financiers. Et c'est en lisant le contrat qu'on détermine ce qu'on paye, quel montant, dans quelles circonstances, etc. Donc c'est quand même un sujet auquel on est extrêmement vigilant. Ce que décrit Bruno, c'est typique de ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises. Donc déjà, un conseil, dans l'anticipation de votre développement commercial, tu le disais, les contrats, c'est rédigé par des juristes, c'est rédigé dans un prisme avec un parti pris fort, avec une défense des intérêts du rédacteur qui est toujours omniprésente dans la rédaction du contrat. Et donc, notre recommandation, c'est déjà de, très en amont, rédiger votre propre contrat. C'est toujours beaucoup plus confortable de discuter sur ces conditions générales de vente que sur les conditions générales d'achat du client qu'on a en face. Mais bien évidemment, ça n'est pas toujours possible. Quand on est face à des mastodontes et qu'on est une start-up, ces conditions générales de vente, on peut les remettre dans son tiroir bien souvent. Donc, quand on négocie sur des conditions générales d'achat, il faut prendre beaucoup de choses en compte. Il faut prendre en compte la réalité de la description du service ou du produit. Et tu as raison, les conditions générales d'achat, elles sont prévues pour traiter des cas tellement diversifiés au sein d'une entreprise que quelquefois, c'est juste complètement à côté de la plaque de ce que vous allez leur proposer. Il faut vérifier l'étendue et la nature des engagements. Il faut faire tout ça en se faisant aider d'experts du pays et de la réglementation locale, parce que ce n'est pas qu'un problème de langage. Même quelqu'un qui parle de manière parfaitement bilingue l'anglais, s'il n'a pas la connaissance des termes juridiques, il peut très facilement se faire piéger par des faux amis qui n'ont pas du tout le même sens dans une culture ou dans une autre, même si c'est le même mot. Donc ça, c'est aussi des choses auxquelles il faut être vigilante. Et sur la partie assurance, évidemment, quand vous traitez avec des clients dans le monde anglo-saxon et encore plus aux États-Unis, en France, dans vos conditions générales de vente, vous avez 10 lignes sur les assurances. Vous limitez votre responsabilité en nature, en montant, la force majeure, vous n'êtes pas responsable. Et puis voilà, on n'en parle plus. Le reste, c'est la loi qui s'en occupe. Mais aux États-Unis, c'est le contrat qui fait la loi. Donc aux États-Unis, vous pouvez avoir 3-4 pages sur les assurances, plus des annexes, Appendix 1, Appendix 2, etc. Et il y a beaucoup de choses qui ne vous concerneront pas si vous n'avez pas une filiale aux US. Donc, il faut être très vigilant. Et là, il y a une négociation à avoir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut rayer d'office, mais ça se passe très bien dans les négociations. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître des cas incontournables et qui, en réalité, avec la bonne explication, peuvent se négocier. Donc, typiquement, un déplafonnement total de responsabilité, c'est inacceptable. Ou alors, il faut que ça vise quelque chose d'extrêmement précis en ce moment, ce qu'on voit beaucoup, c'est déplafonnement de responsabilité sur les failles de sécurité concernant des données personnelles. Ben ça, typiquement, ce n'est pas acceptable. Par contre, ce qui est difficile à négocier, c'est d'avoir une responsabilité limitée sur une faille liée à un non-respect de la réglementation sur la sécurité des données. Donc là, on est dans la nuance, mais c'est ce genre de choses qu'il faut arriver à négocier. Et voilà, donc là, l'accompagnement, c'est vraiment reprendre ces clauses d'assurance et de responsabilité. Et très souvent, nos clients viennent nous voir en disant « Voilà ce qu'on me demande, combien ça va me coûter ?» Si vous signez, ce n'est pas la prime d'assurance qui va poser problème, c'est que ça peut vous coûter votre boîte. Donc il ne faut pas raisonner en coût, il faut raisonner en adéquation. Donc il faut reprendre les choses à la base, et ensuite on adapte le contrat d'assurance, mais on commence par adapter le contrat commercial. Pour faire tout ça, il faut de l'argent. Beaucoup. Comment vous faites ? Quelle est l'aventure de vos levées de fonds ? Alors, comme je disais, donc on a fait, donc en toute transparence, on a fait, alors moi à l'époque où j'étais pas là, un précide d'1,5 million, une levée de fonds de 6,5 millions d'euros, donc orchestrée avec des fonds malheureusement pas français, donc un fonds italien et un fonds luxembourgeois. On a eu quelques fonds français qui sont intervenus, mais de manière mineure. Bon, je ne vais pas revenir sur le problème de financement en France. Je crois que
patron de NVIDIA, a dit ce qu'il avait à dire sur ce sujet-là, et je pense que son avis est définitif. Il a annoncé, donc il était à Vivatech, où j'étais pas, mais j'espère qu'il a dit ça, puisque j'ai vu pas mal de posts, et il disait aux États-Unis, on cherche la bonne raison pour investir, en Europe, vous cherchez les 99 raisons pour pas investir. Et c'est à peu près le constat que je fais avec malheureusement les fonds français, et c'est un peu moins vrai au niveau européen, et on pourra revenir sur les causes structurelles de tout cela. Donc on est en train effectivement de structurer une nouvelle série. On va élargir encore plus notre tour d'horizon, même si l'ensemble de nos investisseurs remettent au pot. Alors une série, je disais, une levée de fonds, ça ne se célèbre pas. Non, ça ne se célèbre pas parce qu'en fait, c'est un énorme engagement qu'on prend vis-à-vis des investisseurs. On va quand même dépenser de l'argent des gens pour construire quelque chose. Et évidemment, c'est la partie la plus excitante qu'on peut faire au niveau d'une start-up, c'est construire une roadmap produit et évidemment être capable de l'exécuter. Mais par contre, c'est une immense responsabilité qu'on peut avoir. Et évidemment, cette responsabilité, dans certains cas, peut être accompagnée de tout un tas de clauses. Donc évidemment, la clause principale à laquelle on pense, c'est l'assurance homme-clé. Mais il faut aussi penser par rapport à l'assurance au niveau de la gestion du chef d'entreprise, puisqu'on gère de l'argent. Et donc même si on est entouré par tout un tas de gens, type les commissaires aux comptes, les experts comptables, etc., qui veillent normalement à ce qu'on exécute complètement bien les choses, il y a tout un tas d'événements hors bilan qui, à un moment ou à un autre, donc qui ne sont pas des événements comptables, qui, à un moment ou à un autre, peuvent se retourner quand même assez facilement contre le dirigeant, surtout si la roadmap technologique n'est pas très très bien exécutée. Alors nous, on a la chance actuellement d'être plutôt en avance sur notre roadmap technologique, et donc de ce point de vue-là, on n'a pas beaucoup de soucis, mais je connais beaucoup de collègues pour lesquels des retards, entre autres, ont été observés au niveau de leur roadmap technologique. Et donc, évidemment, d'un coup, les investisseurs sont un peu moins friendly et donc regardent un petit peu plus en détail exactement ce qui a été fait au niveau de la gestion de l'entreprise. Et évidemment, là encore, il faut s'en prémunir. Souvent, en plus de ça, c'est vraiment un angle mort. Hein. Moi, quand j'en parle avec beaucoup de confrères, ces types d'assurance, hommes-clés, etc. Alors, les hommes-clés, c'est un peu différent parce que c'est souvent exigé par les investisseurs. Mais par contre, tout ce qui est les autres assurances liées entre autres aux erreurs de gestion, en général, c'est pas du tout demandé, ils s'en moquent complètement. Et alors là, c'est un angle mort, personne ne vous alerte, si ce n'est votre assureur, qui vous dit est-ce que vous êtes sûr que vous êtes bien assuré pour cela? Mais des fois, les choses peuvent arriver un peu trop tard. Je rejoins tout ce que tu dis. Et sur la célébration de la levée de fonds, bon, moi je suis un peu moins catégorique que toi. Quand on a fait une belle levée de fonds, on a le droit de célébrer. Mais par contre, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce n'est pas la fin d'un projet, c'est le début. Ça veut dire que tout commence quand la levée de fonds est réalisée. Et ça peut quelquefois être difficile d'ailleurs de se remettre tout de suite à 200% dans le projet quand on s'est déjà épuisé à aller chercher les fonds. Donc c'est là où je comprends. Il y a un côté baby blues, effectivement. Les due diligence sont tellement importantes qu'en général, on est complètement lessivé après la levée de fonds. On a été passé vraiment à la moulinette. Et donc, effectivement, on peut avoir... il y a beaucoup, d'ailleurs, de start-upers qui ouvrent les comptes bancaires et qui regardent les montants. Moi, j'en suis pas un première levée de fonds, donc j'ai réussi à passer à travers de ça, mais qui regardent le montant et qui sont obsédés par ça, qui, d'ailleurs, font trop de recrutement et se retrouvent à sec beaucoup plus rapidement que prévu. Parce qu'au départ, en fait, effectivement, on voit les millions d'euros sur les comptes et on se dit « Ah, c'est bon, ça va tenir ». Et puis, en fait, ça ne tient pas. Et donc, effectivement, on se retrouve... En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que tu as dit les mots. C'est le début d'un marathon. Donc évidemment, alors moi j'aime bien courir, donc peut-être que ça ne parle pas à beaucoup de gens, mais j'adore courir et donc on s'applaudit quand on démarre. Mais on ne fait pas la fête, quoi. Enfin, je veux dire, on a 42 km devant nous, donc on s'applaudit, on s'encourage, on se dit ok, c'est le début de quelque chose, c'est super. Dans certains cas, même le dossard, on l'a gagné, puisque ce n'était pas gagné qu'on soit justement sur la ligne de départ. Mais voilà, tout commence. Tout commence, exactement. Et je te rejoins aussi parfaitement sur la responsabilité du dirigeant dans la gestion de l'entreprise. Alors, il n'est pas seul aux manettes. Bien souvent, même les investisseurs peuvent aussi être administrateurs et prendre part à certaines décisions. Mais c'est quand même le dirigeant ou les dirigeants qui ont la responsabilité. Et en fait, beaucoup de gens ignorent que le patrimoine personnel du dirigeant
peut être recherché en cas de faute de gestion au titre de sa responsabilité. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous dans la salle qui connaissent des gens à qui c'est arrivé, qui ont... Oui, une personne? Ouais, deux? Ouais, voilà. En fait, personne n'en parle, mais c'est quand même des choses qui arrivent assez souvent. Donc quand vous faites des très grosses levées de fonds, enfin grosses ou pas grosses, mais grosses à votre échelle, avec de fortes ambitions, il ne faut jamais écarter l'hypothèse d'un arrêt du projet qui peut arriver. D'ailleurs, c'est essentiel de savoir arrêter le projet quand le moment arrive où c'est la bonne décision. Et quand cet arrêt survient, eh bien, les gens qui ont mis de l'argent ou les gens à qui vous en devez, eh bien, ils vont aller gratter ce que vous avez fait et pourquoi vous en êtes là. Et les liquidateurs judiciaires dont c'est la responsabilité, ils vont tenter de rechercher la responsabilité des dirigeants dans plus de 30% des cas de liquidation qu'ils traitent. Donc, fort heureusement, ça aboutit pas toujours, mais en tout cas, il faut déjà se défendre. J'ai fait une conférence là-dessus un jour à Halloween, il y a 2 ans, où on m'avait dit qu'il faut faire une conférence qui fait peur pour Halloween. Bon. Donc, on l'avait fait de manière un peu humoristique, mais on racontait l'histoire d'un dirigeant à qui c'est arrivé. Il y avait 50 personnes dans la salle, il y en a 3 ou 4 qui sont venus me voir après en me disant « j'ai encore une dette que je paye tous les mois de la fermeture de mon entreprise en liquidation judiciaire ». Donc, et pourtant, c'est dommage parce que ça s'assure. L'assurance, elle prend intégralement en charge les frais de défense, l'indemnisation des tiers, etc. Ça coûte pas cher et c'est l'entreprise qui paye l'assurance pour ses dirigeants, pour l'ensemble de ses dirigeants de manière non nominative. Et c'est même pas déclaré comme un avantage en nature, etc. Donc vraiment, c'est un sujet, tu as raison, dont les gens parlent peu, sur lequel il y a une maturité qui est assez faible aujourd'hui. Même nous qui en parlons énormément à nos clients, on n'a que 20% de nos clients qui sont assurés en responsabilité des dirigeants, alors qu'on en a 80% qui sont assurés en cyber, par exemple, et 100% en responsabilité civile. Okay. Donc ça, c'est... voilà. Quand vous levez des fonds, les investisseurs peuvent vous le demander. Ils ne vous le demandent pas forcément, mais en tout cas, vous faites-le, vous ne posez pas la question. Et juste pour finir sur la levée de fonds, pardon, l'assurance, elle va aussi rassurer vos investisseurs, donc préparez-le à l'avance. Si vous êtes en seed, vous n'aurez pas forcément la question, mais si vous arrivez déjà en série A, ça peut être des sujets qui regardent dans la due deal. Il faut que vous soyez en mesure de répondre là-dessus, de prouver que... En fait, la logique, c'est de prouver que vous avez une culture du risque et surtout de la maîtrise du risque, et qu'ils vous confient les clés d'un engin que vous allez piloter à toute vitesse dans un chemin semé d'embûches, mais ils savent que vous y êtes préparé. C'est ça l'idée. Donc là, on a un livre blanc que j'ai relu ce week-end sur ce sujet de la sécurisation des levées de fonds. On va le sortir d'ici la fin du mois. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez dans notre chat sur notre site dire envoyez-moi le livre blanc et on vous l'enverra dès qu'il sort, dans une quinzaine de jours. Le développement international, on en a déjà beaucoup parlé. Est-ce que tu veux redire un mot là-dessus? Oui, alors je voulais juste dire, on a évidemment, en fait, les problèmes commencent dès qu'on commence à l'international, les bons problèmes commencent quand on arrive à l'arrivée internationale, et il faut faire aussi attention à ne pas être trop, j'aurais tendance à dire, américano-centré. Donc c'est juste le commentaire que je voulais faire de manière complémentaire. J'ai parlé du Japon. On est aussi en train actuellement de s'intéresser fortement au Brésil, mais aussi à la Corée du Sud, parce qu'on va bientôt signer un contrat cadre avec un partenaire local, et parce que aussi c'est un pays qui, entre guillemets, modulo quelques adaptations, reconnaît le marquage CE, comme Thaïlande et Singapour, qui sont aussi des pays cibles. Et autant... j'aurais tendance à dire on est un peu américanisé dans notre approche. Donc alors je suis d'accord avec toi, hein, quand on fait partie de Call, etc., en fait, on est de cultures complètement différentes avec les Américains. C'est-à-dire penser qu'en fait, ils sont comme nous, c'est faux. Ils ne sont pas comme nous. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes référentiels. Et donc, il faut s'interdire de penser qu'on a compris comment étaient les États-Unis. Ceci étant, on est tellement acculturé à travers tout un tas de choses qu'en fait, on a quand même un niveau de compréhension de comment ils fonctionnent beaucoup plus simple que quand vous arrivez, par exemple, au Japon, en Corée ou au Brésil. Alors là, vous êtes complètement paumé. Et il faut faire attention de ne pas se dire « je vais traiter ça comme, entre guillemets, des zones géographiques mineures » parce que les volumes de vente sont moins importants, parce que etc. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait que 3 ventes dans un pays qu'on ne va pas être exposé à la mauvaise vente.
Donc il faut vraiment réfléchir en termes, en fait les risques, c'est pas une question de volume de chiffre d'affaires. On peut faire des pays dans lesquels on va avoir des très très gros chiffres d'affaires. Nous par exemple la Suisse, où pareil ils reconnaissent le marquage CE, il y a un enregistrement assez simple, etc. On s'est bien protégé, tout va bien, etc. Et on va se retrouver bizarrement dans des pays plus mineurs en termes de chiffre d'affaires, mais où par contre on arrive même à se demander si on aurait dû y aller ou pas. Parce que justement les risques sont tellement importants dans la balance que justement. Et donc j'en reviens à mon Chief Risk Officer. Je pense que c'est vraiment, nous on y pense énormément en interne. Moi je pense qu'on va peut-être arrêter le QARA, le machin, etc. On va mettre un risk management et on va arrêter les RH et on va mettre un cognitive management, puisqu'avec l'arrivée de l'IA générative, c'est pareil, c'est quand même des enjeux extrêmement forts qui vont bousculer pas mal d'organisations. Et donc on doit plus penser en quelque sorte en termes de risque et pas trop s'adapter en quelque sorte à des contingences locales ou même globales. Enfin, en gros, il ne faut pas structurer toujours son entreprise par rapport à des externalités. On a beaucoup créé des directions financières. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des comptables, des commissaires aux comptes, etc. Et donc, malheureusement, ça leur interdit de voir tout un tas d'autres choses, et en particulier le juridique. On a créé des QARA managers. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des régulations de la qualité, etc. Et on leur a enlevé tout un tas aussi de leur périmètre, des choses qui relèvent du risque. Et donc, je pense qu'il est grand temps aussi pour pas mal d'entreprises, au titre justement d'une internationalisation qui permet de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, de réfléchir à quelles sont les grandes responsabilités au sein de l'organisation pour structurer justement un développement, on va dire, serein, et s'assurer que justement on n'est pas rattrapé par tous ces problèmes-là. Je ne sais pas trop quoi rajouter parce que ce que tu dis est très pertinent et intéressant. Sur la partie internationale, faites attention aux idées reçues peut-être. Rentrer en Amérique du Nord par la porte du Québec, c'est une stratégie qui peut avoir tout à fait du sens. Mais les Québécois, ce n'est pas des Français qui parlent avec un accent. C'est des Américains qui parlent français. Donc leur culture, c'est la culture américaine. Donc c'est les mêmes points de vigilance que si vous alliez directement vous immatriculer dans le Delaware. Quand vous allez au Brésil, c'est un pays ultra protectionniste, donc vous avez des risques réglementaires nouveaux que vous allez découvrir qui pèsent sur vous, qui sont des risques qui sont très axés fiscalité, mais qui sont très lourds et avec des conséquences qui peuvent être extrêmement lourdes. Quand vous allez en Suisse, moi j'habite à Lyon, donc la Suisse, je peux y aller le week-end pour skier, mais sauf que c'est pas l'Europe. Donc quand vous y allez, vous avez d'autres contraintes, vous avez besoin d'avoir un mandataire en Suisse pour les aspects réglementaires, vous allez avoir aussi des cultures de protectionnisme qui font que vous allez devoir mettre en place des choses locales pour payer de la taxe dans le pays, etc. Donc voilà un petit peu ce que je dirais sur l'international, mais surtout, je te rejoins tout à fait de structurer son entreprise en fonction de sa stratégie et de sa trajectoire et pas en fonction d'externalités. On en arrive à la conclusion en fait. On a abordé tous les sujets, on a un tout petit peu débordé, on va libérer la salle. Ouais. En tout cas, donc juste pour dire un mot, donc, on accompagne les entreprises technologiques, vous avez bien compris, je ne vais pas vous faire tout un laïus là-dessus. On a un petit stand, on est 3 personnes, voilà les photos pour les repérer, n'hésitez pas à venir les voir. Regardez, on a plein de ressources sur notre site qui décrivent tout ce qu'on vient de partager. Vous pouvez télécharger et vous pouvez demander de recevoir notre livre blanc sur la sécurisation des levées de fonds si ça vous intéresse. Merci beaucoup Bruno pour ta participation. Merci. Qui était passionnante. Je ne l'ai pas reprécisé, mais on travaille depuis quelques temps ensemble avec Bruno, parce que quand Bruno a rejoint Predisurge, on était déjà l'assureur de Predisurge, mais on avait aussi été l'assureur de Bruno dans une précédente aventure du monde de la medtech. Donc toutes ces aventures, on les a beaucoup vécues ensemble, et c'est important de pouvoir les partager. Je pense qu'il n'y a rien de plus parlant qu'un retour concret d'expérience. Donc merci encore pour ta disponibilité. Merci.